La propriété Marot existe depuis 1928. Elle appartenait à Augustin et Catherine Marot, puis à leurs enfants Jean et Jeanne qui l'ont cultivée jusqu'en 1983. Depuis 1983, Paul et Maggie Marot ont conservé la propriété comme jardin d'agrément, profitant des arbres plantés par leurs ascendants et renouvelant certains d'entre eux. Une haie de Piracanta, taillée sous forme de solide, entoure ce grand jardin d'agrément. Son pré n'est jamais arrosé, sauf par l'eau de pluie, mais reste vert toute l'année. L'eau utilisée pour l'arrosage de ces végétaux provient de puits du 19e siècle, qui alimentent également des fontaines sèches. Son potager est arrosé par 2 rigoles ancestrales. Ce jardin est composé d'une vingtaine de topiaires de 10 à 30 ans d'âge, d'une quarantaine d'arbres âgés de 30, 50 ans voire plus, et d'une trentaine de plantes ornementales. Les outils vinicoles et agricoles d'antan sont toujours utilisés. Le pressoir, la cuve et le fouloir sont encore utilisés pour faire le vin avec le raisin du coteau. Nous nous trouvons devant un petit massif d'orchidées sauvages. Les orchidées sauvages donc ne se trouvent pas de partout, elles se trouvent dans des jardins, vraiment des jardins qui ne sont pas cultivés. Elles poussent donc très occasionnellement. On a la chance d'en avoir dans ce jardin. Alors pourquoi sont-elles étonnantes? Eh bien l'intérieur de leur pistil a la forme d'un bourdon. Et donc ce pistil est un leurre pour attirer les bourdons mâles qui viennent donc se poser sur l'orchidée sauvage et la féconder. Donc une plante rare et protégée. Vous voyez qu'ici, ce qui ressemble à un mur n'en est pas un, mais c'est une ancienne rigole d'arrosage qui doit être centenaire et qui comporte plusieurs goulottes. Ces goulottes, eh bien, tout simplement, elles permettaient d'avoir l'eau qui allait jusqu'à la noue au milieu du champ. Et systématiquement, on arrosait une partie. Quand c'était fini, on bouchait, on ouvrait une autre goulotte, et ainsi de suite, jusqu'au fond du jardin. Donc, on va voir, l'eau qui va jaillir ici provient d'un puits qui était à l'époque alimenté par le barrage de la Cagne. Alors ici, on va mettre l'eau. On a environ un débit de 3 mètres cubes heure. Et avec le puits, je peux arroser 1 heure et il se remplit au bout de 4 heures. Donc toutes les 4 heures, je peux arroser 1 heure. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va suivre l'eau et on va boucher la prochaine goulotte, puisque vous voyez que la prochaine goulotte, eh bien, elle est en train de cuire. Donc si on ne referme pas les goulottes, eh bien, il est bien certain qu'à l'arrivée, on n'a plus d'eau. Donc on va voir comment, à l'époque, ils fermaient ceci. Eh bien tout simplement, on prenait de la terre. On est en train de préparer. Voilà, là j'ai ma boule de terre qui est finie. Donc je vais la prendre et voilà. Et on venait colmater. Voilà. Et on recommençait à chaque goulotte. L'inconvénient de ce système, eh bien, c'est que au bout d'un certain temps, la terre, elle s'en allait, l'eau arrivait à passer et qu'il fallait revenir pour boucher les différentes goulottes. Bien, alors, maintenant, je vais vous montrer comment on barrait l'eau dans la rigole. Eh bien, il suffisait à l'époque de prendre un sac en toile de jute. On va le former comme ceci. Voilà. On va le plier. On va le plier de ce côté également. D'accord? Voilà. Et ici, on va le rouler. Donc, particularité, c'est qu'il va épouser la forme de la rigole. Ah! Donc, ma rigole ici, elle est barrée. J'arrose ici. J'ai fini d'arroser ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais boucher. Voilà. Je vais enlever et je vais aller à l'autre endroit où je dois arroser. Et donc, je vais la mettre ici. Voilà. Et ainsi de suite.
Quand ici vous avez une deuxième rigole, vous constatez qu'il y a de l'eau. L'eau, elle traverse, elle arrive ici pour arroser le vaso. Et donc, quand le vaso va être à l'extrémité, eh bien il va falloir que je bouche. Donc je vais faire comme ceci. Voilà. Je vais fermer ici. Voilà. En évitant de perdre de la terre, parce que sinon je ne pourrai plus m'en servir la prochaine fois. Voilà. L'eau, eh bien, on va dire qu'on va arroser ici. Voilà. On va attendre que l'eau arrive par exemple au souci. Et une fois qu'elle arrive au souci, eh bien, je vais changer l'eau et je vais me mettre ici. Donc là, je vais faire l'inverse. Voilà. En veillant chaque fois à ne pas trop perdre de la terre. Voilà. Sinon, vous voyez ce qui se passe. Quand il y a trop d'eau, eh bien, ça fuit. Et pareillement, donc l'eau de la rigole, je pourrais la laisser aller. Elle va faire le tour, elle va revenir par le canal et elle va de nouveau aller dans le puits. Alors nous nous trouvons devant ce massif de rosiers et devant des roses pastels. Pourquoi des roses pastels? Parce que ces roses pastels sont attaquées de l'intérieur par un insecte, la cétoine noire, qui résiste à tous les traitements. Et le seul traitement efficace pour les faire disparaître, eh bien, c'est de les écraser régulièrement, parce que, étant donné qu'elles se nourrissent donc du pistil de la rose, eh bien, à terme, la rose disparaît. Et ici, eh bien voilà le grand-père, comment il faisait. Voilà, il faisait une fois dans ce sens. Il tournait ensuite les puits, il faisait dans l'autre sens, voilà. Voilà, le grand-père allait beaucoup plus vite. Ça c'était fini, voilà. Le maïs, eh bien vous voyez à quoi servait le tablier, c'est que on pouvait le remettre ici. On rejetait, voilà, on récupérait le maïs. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'ils avaient le maïs comme ça, il le mettait dans un seau, il montait sur la terrasse de la maison et puis il le lâchait. Et comme ça, vous voyez ici que toutes les impuretés, eh bien, elles s'en vont. Et il le faisait plusieurs fois. Il renouvelait plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait plus d'impuretés. Et une fois qu'il n'y avait plus d'impuretés, il portait le maïs au moulin pour faire de la farine et pour pouvoir faire de la pollen tapée. Donc nous nous trouvons devant un cédratier, donc un cédratier de la famille des citronniers, mais un très vieux citronnier. Ces fruits sont appelés les cédras et ils restent très longtemps sur la plante. Alors le cédra est utilisé non pas pour faire des jus, parce que le cédra a une épaisseur de peau extrêmement importante. Par contre, il peut être utilisé parfaitement en confiture, en citron confit. Et ils sont délicieux au niveau du goût. Donc ici vous avez cet outil, eh bien c'est une enclume à faux. Donc à l'origine on plantait cet outil dans la terre, voilà. Et ensuite on prenait la faux. Alors la faux, lorsqu'on l'utilise, eh bien malheureusement on prend des cailloux et ça peut abîmer. Donc il fallait la redresser. Alors pour la redresser, ben, c'était très simple. On se mettait comme ça, on prenait le marteau. Donc il fallait lui redonner du fil. Et pour ce faire, eh bien on la mettait ici et délicatement, il fallait juste écraser l'extrémité. Alors, ceci à quoi ça sert? Eh bien, ça servait d'une part à durcir le métal, à le diminuer en épaisseur, mais il fallait le faire juste sur 2 mm, sinon, eh bien vous savez que si on écrase le métal, automatiquement on l'allonge, et ensuite à la place de la faux, eh bien vous auriez toute une gondole. Et c'est ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai voulu faire une faux, comme ça, eh bien j'ai trop écrasé, j'ai pas su, voilà. Et il faut se dire que les grands-pères, arrière-grands-pères, quand ils faisaient ça, eh bien ils passaient l'après-midi. Et
ils arrêtaient de faire ça quand en prenant la faux, ils pouvaient couper une feuille de papier.